Ma femme et mes belles-filles se sont moquées de moi au dîner, tu ne fais qu'exister ici. Qu'est-ce que tu fais réellement? J'ai répondu, vous avez raison. Je vais contribuer plus clairement. Ce soir-là, j'ai fermé tous mes comptes, annulé chaque paiement, et tout ce qu'elle prenait pour acquis a disparu. J'étais assis au bout de ma propre table de salle à manger, comme un étranger dans ma propre maison. Le rôti de bœuf que j'avais passé 3 heures à préparer reposait, intact, devant moi, tandis que ma femme, Patricia, et ses 2 filles, Vanessa et Chloé, riaient de quelque chose sur le téléphone de Vanessa. Elles ne m'ont même pas jeté un regard. Papa a encore fait du rôti de bœuf, dit Chloé en levant les yeux au ciel. Le mot « papa » sortit plat, presque moqueur. J'étais dans sa vie depuis qu'elle avait 9 ans. Elle en avait 23 maintenant. Au moins, il est constant, ajouta Patricia, sans lever les yeux de son propre téléphone. Constant pour ce qui est d'être présent et, eh bien, d'être présent. Elles rirent toutes. Vanessa, l'aînée de 26 ans, me regarda enfin. Qu'est-ce que tu fais réellement par ici, Gérard? Sérieusement. Maman paie le prêt immobilier. Je m'occupe des factures de service. Chloé paie les courses la moitié du temps. Toi, tu ne fais qu'exister. Je posai ma fourchette avec précaution. Mes mains étaient stables. Après 38 ans comme ingénieur civil, après avoir construit des infrastructures dans 3 régions, après avoir élevé 2 belles filles qui n'étaient pas de mon sang mais que j'avais aimées quand même, mes mains étaient stables. Je vous demande pardon, dis-je doucement. Oh, allez. Ne fais pas l'offenser, dit Patricia, posant enfin son téléphone face contre table. Vanessa a raison. Depuis que tu as pris ta retraite il y a 4 ans, quelle est exactement ta contribution ici? Tu bricoles dans la maison. Tu prépares des dîners que personne ne demande. Tu regardes tes documentaires. Ce n'est pas un partenariat, Gérard. C'est de l'occupation. Les mots me frappèrent comme de l'eau froide. Pas choquant, juste clarifiant. On n'essaie pas d'être méchante, ajouta Chloé, bien que son sourire narquois dise le contraire. Ce sont juste les faits. Maman porte ce foyer financièrement. Nous avons toutes des dépenses. Toi, tu es juste là. Je l'ai regardée tour à tour. Patricia, que j'avais épousée il y a 8 ans alors qu'elle traversait son divorce. Vanessa et Chloé, que j'avais conduites aux visites d'université, que j'avais aidé à rédiger leur curriculum vitae, que j'avais écouté pleurer pour des ruptures à 2 heures du matin. Je vois, dis-je. Vous avez raison. Je devrais contribuer plus clairement. Patricia parut surprise, comme si elle s'était attendue à ce que je discute. Eh bien, c'est bien. Je suis contente que nous puissions enfin avoir une conversation honnête à ce sujet. Absolument, dis-je. En fait, je vais commencer à faire des changements dès ce soir. Je me levai de table, pris mon assiette et l'emmenai à la cuisine. Derrière moi, je les entendis retourner à leur téléphone, oubliant déjà la conversation, me congédiant déjà. Je ne dis pas un autre mot de la soirée. J'allai dans mon bureau, la petite pièce au sous-sol que Patricia appelait toujours mon « entre d'hommes », avec ce ton particulier qui la faisait ressembler à un lot de consolation. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à faire des listes. J'ai 63 ans. J'ai appris que lorsque les gens vous montrent qui ils sont, vous devriez les croire. Et lorsqu'ils vous disent explicitement que vous ne contribuez en rien, il est peut-être temps de leur montrer exactement à quoi ressemble « rien ». Le compte joint. Je l'avais ouvert il y a 6 ans à la demande de Patricia. C'est plus facile, avait-elle dit, pour les dépenses du ménage. Ce qu'elle voulait dire, c'était plus facile pour elle d'accéder à ma pension de retraite, à mes économies, à mes dividendes de placement. Je consultai l'application bancaire et examinai les relevés de l'année écoulée. Le paiement du prêt immobilier de Patricia j'en couvrait 60% depuis qu'elle avait refinancé il y a 2 ans. L'assurance automobile pour leurs 3 véhicules. L'impôt foncier. L'assurance habitation. Les factures d'eau et de chauffage que Vanessa prétendait gérer. Le forfait Internet et câble. Le forfait de téléphonie mobile familiale. Le fonds d'entretien de la maison. Le virement mensuel que je faisais pour couvrir les courses et les articles ménagers qui ne semblaient jamais diminuer, peu importe qui était censé acheter quoi. 50 000 €. C'est ce que j'avais contribué à ce foyer au cours des 12 derniers mois seulement. Sans compter les cadeaux.
Sans compter la réparation automobile d'urgence pour la Clio de Chloé. Sans compter l'aide à la mise de fonds que j'avais donnée à Vanessa pour son appartement, qu'elle avait promis de rembourser mais n'avait jamais mentionné de nouveau. J'ouvris un nouvel onglet et cherchai des appartements d'une chambre à Lyon. J'avais construit la moitié des ponts de cette ville. Je pouvais sûrement trouver un endroit où vivre qui ne m'obligerait pas à justifier mon existence autour d'un rôti de bœuf. Le lendemain matin, je me réveillai à 6 heures, comme toujours, et préparai du café. Patricia descendit à 7h30, déjà sur son téléphone. « Bonjour », dit-elle distraitement. « Bonjour », répondis-je. « J'ai réfléchi à ce que vous avez toutes dit hier soir. » Elle leva les yeux. « Oh. Vous avez raison. Je dois être plus clair sur mes contributions. Donc, je vais faire quelques changements pour simplifier les choses. C'est mature de ta part, Gérard. » Elle se versa du café, ajoutant le lait d'avoine coûteux que j'achetais parce qu'elle prétendait que les produits laitiers la ballonnaient. Quel genre de changement? Financier, principalement. Je vais regrouper mes comptes, rendre tout plus propre, moins compliqué pour tout le monde. Oh, elle sembla satisfaite. Eh bien, ça semble sensé. J'ai toujours dit que tu devrais être plus organisé avec l'argent. Je hochai la tête, sirotai mon café et ne mentionnai pas que j'avais un rendez-vous avec ma directrice de banque à 9h30. À la banque, Martine était ma gestionnaire de compte depuis 12 ans. C'était une femme directe d'une 50aine d'années qui ne perdait pas de temps en politesse. « Gérard », dit-elle en examinant les papiers que j'avais apportés. « C'est un sacré changement. Vous êtes sûr de ça? » Absolument sûr. Retirer Patricia de tous les comptes, arrêter tous les virements automatiques, ouvrir de nouveaux comptes dans une autre institution. Elle me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Devrais-je m'inquiéter? Vous devriez faire votre travail, dis-je, sans méchanceté, qui est d'exécuter mes instructions concernant mon argent. Elle hocha lentement la tête. C'est juste. Cela prendra environ 48 heures pour être entièrement traité. Les paiements automatiques cesseront immédiatement, cependant, et elle sera informée par courrier de son retrait du compte joint. C'est parfait. Et pour les paiements du prêt immobilier? Vous versiez sur son compte pour ça. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon problème. Martine resta silencieuse un moment. Puis elle sourit légèrement. Ma fille a vécu quelque chose de similaire, sauf que c'était elle qu'on tenait pour acquise. Bravo, Gérard. Il faut du courage pour se défendre à tout âge. Quand je rentrai à la maison, il était presque midi. La voiture de Patricia était partie. Les filles ne vivaient plus ici, bien qu'elles traitent la maison comme leur restaurant et leur laverie personnelle. J'allais au sous-sol, dans mon entre-d'hommes. Je collectionne des outils depuis 40 ans. Pas seulement l'ensemble de base du propriétaire, mais de l'équipement professionnel, scie sur table, perceuse à colonne, installation complète de menuiserie, outils de plomberie, équipement de test électrique, tout ce que j'avais utilisé pour entretenir cette maison, pour construire la terrasse, pour finir le sous-sol, pour rénover la cuisine il y a 2 ans quand Patricia avait décidé qu'elle avait besoin d'un style européen. Je commençais à emballer. J'appelai mon collègue, Martin, dont le fils possédait un entrepôt de stockage. Gérard, ça fait longtemps. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'un box. Climatisé. Cette semaine. Quelle taille? Assez grand pour un atelier complet. Il y eut une pause. Tout va bien, mon ami? Tout change. Dans le bon sens. J'aurai quelque chose de prêt pour toi demain. Je passai l'après-midi à photographier méthodiquement chaque outil, chaque pièce d'équipement, un numéro de série, reçu d'achat quand je les avais. J'avais tout acheté. C'était à moi. Mais je documentais tout quand même parce que j'avais appris dans ma carrière d'ingénieur que la documentation était une protection. Patricia rentra vers 17h. J'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich. « Tu manges déjà ?» dit-elle. Je pensais qu'on allait manger les restes de chinois. « Sers-toi » dis-je. Moi, je mange ça. Elle fronça légèrement les sourcils. Quelque chose ne va pas? Pas du tout. Juste des choix différents, comme je l'ai dit. Elle haussa les épaules, déjà en train de faire défiler son téléphone. Comme tu veux. Ce soir-là,
Vanessa passa avec son linge. Elle avait une laveuse et une sécheuse superposables dans son appartement, mais elle préférait utiliser les nôtres parce que les machines sont meilleures. En réalité, c'était parce qu'elle ne voulait pas payer sa propre lessive. Je la regardais transporter 2 grands sacs jusqu'à la buanderie du sous-sol. Je la regardais démarrer la première brassée. Elle remonta, prit un soda dans le réfrigérateur sans demander et s'affala sur le canapé. « Maman, tu as vu cette vidéo que je t'ai envoyée sur le voyage aux Canaries ? Chloé et moi pensons à Mars. » « Ça a l'air génial, » dit Patricia depuis la cuisine, où elle réchauffait de la nourriture chinoise dans le micro-ondes que j'avais acheté il y a 3 ans quand l'ancien était mort. « Vous devriez y aller. Je vérifie les vols maintenant. Probablement environ 550 € chacune, mais ça vaut le coup. » Je ne dis rien. Je restais assis dans mon fauteuil avec mon livre, le livre sur l'histoire de l'infrastructure française que Vanessa avait un jour qualifié d'« incroyablement ennuyeux », sans vouloir t'offenser. Sans vouloir offenser. Cette phrase était devenue un bouclier derrière lequel elle se cachait. Tu es un peu inutile. Sans vouloir t'offenser. Personne ne se soucie de tes histoires. Sans vouloir t'offenser. Peut-être que tu devrais juste rester à la maison. Sans vouloir t'offenser. Le lendemain, je louai un camion. Le fils de Martin me rejoignit au box de stockage avec les clés. Celui-ci est bien, dit-il en me montrant un box au 2e étage. Isolé, climatisé, caméra de sécurité dans ce couloir. Parfait. Il me fallut 6 heures pour tout déménager. Mes outils, mon équipement, mes classeurs avec 40 ans de documentation de projet, mes livres du bureau, ma collection de maquettes de pont que Patricia appelait des « ramasse-poussière », mon diplôme d'ingénieur encadré et mes certifications professionnelles qui avaient été reléguées au sous-sol après qu'elle eut redécoré et dit qu'ils ne correspondaient pas à l'esthétique. Je déménageais mes vêtements, mes documents personnels, la montre de mon grand-père, les albums photos de ma mère, tout ce qui comptait. Quand j'eus fini, je m'assis un moment dans le box de stockage vide, entouré de boîtes étiquetées de mon écriture soignée. C'était ma vie. C'était mes affaires. Et rien de tout cela n'était apprécié dans cette maison. Je rendis le camion et retournai à la maison. Il était 19 heures. La voiture de Patricia était là. Celle de Vanessa aussi. Elles étaient dans la cuisine en train de préparer quelque chose ensemble, en riant. Je passai devant elles pour aller au sous-sol. Mon bureau était vide maintenant, à l'exception du bureau et de la chaise que je laisserais derrière moi. Les murs semblaient étrangement nus sans mes cartes et mes plans. Les étagères étaient vides sans mes livres de référence. Je remontai. Elle servait des pâtes. « Oh, Gérard, te voilà, » dit Patricia. « On a fait des carbonara. Il y en a probably enough if you want some. »« Non, merci, » dis-je. « J'ai mangé plus tôt. »« Comme tu veux, » dit Vanessa en enroulant des pâtes sur sa fourchette. « Plus pour nous. » J'allais dans notre chambre, la chambre de Patricia, en réalité. Je ne m'y étais jamais senti tout à fait installé. Mes vêtements occupaient un petit placard, tandis que les siens s'étalaient sur 2. Ma table de chevet avait une lampe et un verre d'eau. La sienne avait son chargeur de téléphone, ses livres de club de lecture, son diffuseur d'huiles essentielles, sa boîte à bijoux. Je fis ma valise avec le reste de mes articles de toilette, les quelques vêtements que j'avais gardés ici, mon passeport et les documents importants du coffre-fort, dont j'étais de toute façon le seul à avoir la combinaison. Quand je redescendis avec une petite valise, elle regardait une émission de télé-réalité dans le salon. « Tu vas quelque part ?» demanda Patricia, détournant à peine les yeux de l'écran. « Oui, » dis-je simplement. « Où ? » ?»« Dehors. »« Pour combien de temps ? » Ça attira son attention. Elle prit la télécommande et coupa le son de la télévision. « Que veux-tu dire, dehors ? » ? « Je veux dire, je pars. Ce soir. Définitivement. » Vanessa rit. Elle rit vraiment. « Quoi ? Pourquoi ? » ? Parce que vous avez toutes clairement fait comprendre que je ne contribue en rien ici. Alors, je retire mon rien de l'équation. Patricia se leva. « Gérard, ne sois pas dramatique. On a eu une conversation sur les contributions ménagères, et maintenant tu fais une crise. » Je ne fais aucune crise, dis-je. Je fais un choix logique basé sur les informations fournies.
Vous avez dit que je ne contribue pas, alors je ne le ferai plus. C'est ridicule, dit Patricia, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas simplement partir parce que tes sentiments ont été blessés. J'ai 63 ans, dis-je calmement. J'ai passé 38 ans à construire des choses qui comptent. Des ponts, des routes, des usines de traitement de l'eau, des choses qui servent les gens pendant des générations. Et je rentrais chaque jour dans une famille qui appréciait ce travail. Ma première femme comprenait ce que je faisais. Mes enfants de ce mariage le respectaient. Oh, ça y est, marmonna Vanessa. Il nous compare à la parfaite première famille. Je ne compare rien du tout, dis-je. J'énonce des faits. Au cours des 8 dernières années, j'ai essayé d'être un bon mari et un bon beau-père. J'ai subvenu aux besoins financièrement, émotionnellement, pratiquement. J'ai demandé très peu en retour, juste un respect de base, une appréciation de base. Et hier soir au dîner, on m'a informé que je ne contribue en rien. On n'a pas dit rien, protesta Patricia. On a juste dit que tu pourrais en faire plus. Tu as dit que j'existe. Tu as dit que j'occupe de l'espace. Vanessa a demandé ce que je fais réellement. Chloé a laissé entendre que j'étais un poids mort. Je pris ma valise. Alors, j'enlève le poids. Où vas-tu aller, exigea Patricia. J'ai pris mes dispositions. Quelles dispositions? Les miennes. Mes affaires. Elle me dévisagea. Une réelle inquiétude commençait à se dessiner sur son visage, remplaçant l'irritation. Gérard, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement partir. Je ne pars pas sur un coup de tête. J'ai mûrement réfléchi. J'ai pris mes dispositions. J'ai planifié de manière appropriée, exactement comme un ingénieur le ferait. Et les factures, dit soudain Vanessa. Qui va payer ta part? Ma part, répétai-je. C'est intéressant. Quelle est exactement ma part, Vanessa? Elle cligna des yeux. Je ne sais pas ta partie. Jean, tu paies pour certaines choses. Nomme-les. Je les facture de service. Tu as prétendu que tu t'en occupais. Eh bien, je veux dire, je paie la facture, mais tu mets de l'argent pour ça. Combien? Elle regarda sa mère. Patricia était devenue blême. Vous ne le savez pas vraiment, n'est-ce pas, dis-je. Aucune de vous ne sait ce que je contribue parce que vous n'avez jamais fait attention. Vous avez juste supposé que l'argent serait toujours là. Que je serais toujours là. Le Gérard tranquille, stable, ennuyeux, qui fait du rôti de bœuf, regarde des documentaires et ne se plaint pas. Gérard, dit Patricia, sa voix changeant, devenant plus douce. Parlons-en. Assieds-toi. Ayons une vraie conversation. Nous avons eu une vraie conversation hier soir au dîner. C'était très réel. Je ne le pensais pas comme ça a été dit. Alors, comment le pensais-tu? Elle ouvrit la bouche, la referma et regarda Vanessa, qui trouva soudain le sol très intéressant. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Vous pensiez exactement ce que vous avez dit. Vous ne vous attendiez juste pas aux conséquences. Je me dirigeai vers la porte. Patricia me suivit. Attends. Réparons ça. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je ne veux rien que tu fasses, dis-je. Je veux que tu continues exactement comme tu es. Tu le feras simplement sans mon rien. Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Je me tournai pour la regarder. Vraiment la regarder. Elle avait 52 ans, toujours belle, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 8 ans lors d'une collecte de fonds caritative. Elle avait été dépassée, nouvellement divorcée, luttant avec 2 jeunes filles adultes. J'avais été sa stabilité, son havre de paix, sa solution. Quand avais-je cessé d'être son partenaire pour devenir sa commodité? Patricia, dis-je doucement, quelle est ma couleur préférée? Elle cligna des yeux. Quoi? Ma couleur préférée. C'est laquelle? Je bleu? C'est bleu? C'est vert. Vert forêt. Je te l'ai dit au moins une douzaine de fois. Tu ne t'en es jamais souvenu. J'ajustai ma prise sur la valise. Qu'est-ce que je faisais avant de prendre ma retraite? Tu étais ingénieur. Quel genre? Est-ce que ça a de l'importance?
Ingénieur civil. Je me suis spécialisé dans la construction de ponts et l'infrastructure de l'eau. J'ai travaillé sur l'élargissement de l'autoroute A7, la rénovation du pont Wilson, l'usine de traitement des eaux de Féizin. Je suis assez fier de ces projets. D'accord, Gérard, je le sais. En quelle année nous sommes-nous mariés? 2018. 2017, le 12 août. Elle parut abattue. Je me suis juste trompé, comment s'appelle mon fils? De mon premier mariage. Silence. Il s'appelle Christophe. Il a 36 ans. Il est vétérinaire à Bordeaux. Tu l'as rencontré 2 fois. Tu ne te souviens pas de son nom parce que tu n'as jamais posé de questions sur lui, jamais voulu entendre d'histoire à son sujet. Parce qu'il n'est pas pertinent pour toi. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Rien de tout cela n'est une question de juste, dis-je. C'est une question de respect, de voir la personne avec qui vous êtes comme un être humain entier, pas seulement les fonctions qu'elle remplit pour vous. Et tu ne me vois pas, Patricia. Tu ne m'as jamais vraiment vu. J'ouvris la porte. Le paiement du prêt immobilier est dû la semaine prochaine, dit-elle soudainement. Tu transfères toujours de l'argent pour ça. Tu devrais vérifier ton compte bancaire, dis-je. En fait, tu devrais vérifier tous tes comptes. Tu trouveras quelques changements. Son visage passa de blême à blanc. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis retiré de nos comptes joints. J'ai arrêté tous les virements automatiques. Tout ce qui était à moi est maintenant séparé. Tout ce qui était à toi reste à toi. Ça semble juste, n'est-ce pas? Puisque tu gères déjà tout de toute façon. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux absolument. C'est mon argent de ma pension, de mes investissements, de mes économies. Tu n'as aucun droit légal dessus. Nous n'avons jamais fusionné nos finances légalement. C'était toujours volontaire de ma part. Mais le prêt immobilier est à ton nom, sur la maison que tu possédais avant notre mariage, dont je n'ai jamais été ajouté à l'acte de propriété, même si tu avais promis que nous le ferions un jour. Tu te souviens? Tu as dit que c'était compliqué avec l'héritage des filles. Donc, c'est ta maison, ton prêt, ta responsabilité. Vanessa vint se tenir derrière sa mère. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Je ne laisse tomber personne. J'arrête simplement mes contributions volontaires. Des contributions qui, apparemment, ne représentent rien de toute façon. On ne le pensait pas littéralement, cria Vanessa. Alors, que vouliez-vous dire? S'il te plaît, j'adorerais savoir. Explique-moi l'interprétation non littérale de « Qu'est-ce que tu fais réellement par ici ?» Elle n'eut pas de réponse. Les factures de service seront bientôt dues aussi, dis-je. Le forfait Internet et câble, les primes d'assurance, le forfait de téléphonie mobile pour les 3 lignes. Tu voudras budgétiser pour ça. Oh, et le versement de l'impôt foncier est le mois prochain. C'est généralement près de 3 000 €. Les mains de Patricia tremblaient. Tu nous punis. Je respecte votre évaluation. Vous avez dit que je ne contribue en rien. Alors maintenant, je ne contribue en rien. Cela devrait rendre tout le monde heureux. Où est-ce que tu loges? Demanda-t-elle désespérément. J'ai un bail qui commence demain pour un appartement d'une chambre en centre-ville. C'est assez agréable. 12e étage. Vue sur le fleuve. À distance de marche des restaurants et de la bibliothèque. Très paisible. Tu as déjà trouvé un endroit. Je l'ai trouvé il y a 2 jours. J'ai signé le bail hier. Tu as planifié ça, dit-elle, la voix brisée. Depuis le dîner, tu as planifié de nous abandonner. J'ai planifié de respecter vos souhaits, corrigez-je. Vous m'avez dit ce que vous pensiez de moi. Je vous ai cru. Et j'ai agi en conséquence. Je sortis sur le porche. C'était octobre, frais mais pas froid. Un temps idéal pour un nouveau départ. Gérard, s'il te plaît, dit Patricia, les larmes commençant maintenant. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je suis désolé. On est toutes désolées. N'est-ce pas, Vanessa? Vanessa hocha rapidement la tête, ses propres yeux humides. On ne le pensait pas. On était juste en train de s'aimer mal. J'apprécie les excuses, dis-je, sincèrement. Mais les excuses ne corrigent pas les schémas.
Ce n'était pas un seul dîner. Ça fait 8 ans de petites coupures. 8 ans à être toléré au lieu d'être chéri. 8 ans à être utile au lieu d'être aimé. Ce n'est pas vrai, sanglota Patricia. Je t'aime. Tu aimes ce que je fournis. Il y a une différence. Je me dirigeai vers ma voiture et mis la valise à l'arrière. Elles restèrent sur le porche, à regarder. La maison était magnifique sous la lumière du soir. J'avais repeint l'extérieur il y a 3 ans. Réparé les planches desserrées de la terrasse. Remplacé la porte d'entrée après que l'ancienne se fût déformée. J'avais construit cette terrasse de A à Z un été. Patricia invitait des amis chaque week-end, adorait la montrer. Jamais elle n'avait mentionné que je l'avais construite. Je montai dans la voiture et démarrai le moteur. Patricia descendit les marches en courant et vint à ma fenêtre. Je la baissai. « Et nous ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'on est censé faire ?»« Ce que vous aviez prévu de faire si je ne contribuais vraiment en rien, » dis-je. « Débrouillez-vous. Vous êtes toutes des adultes capables. On a besoin de toi. » « Non. Vous avez besoin de mon argent. Ce n'est pas la même chose. Je changerai. Je promets, je serai meilleur. » Je regardai son visage strié de larmes. Une partie de moi voulait la croire. La partie qu'il avait aimée pendant 8 ans. La partie qui avait tant essayé de faire fonctionner cette famille recomposée. Mais j'avais appris quelque chose au cours de mes décennies en tant qu'ingénieur. Quand une structure développe des fissures, on peut les reboucher, les renforcer, les entretenir. Mais si la fondation n'a jamais été solide au départ, finalement, tout s'effondre. On ne peut pas construire quelque chose de durable sur un sol instable. J'espère que tu changeras, dis-je. Honnêtement. J'espère que tu apprendras à valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils fournissent. J'espère que tu enseigneras à tes filles que le respect est fondamental, pas facultatif. Mais vous allez apprendre ces leçons sans moi. S'il te plaît, murmura-t-elle. Au revoir, Patricia. Je remontai la vitre, mis la voiture en marche arrière et sortis de l'allée pendant qu'elle restait là, à pleurer. Vanessa était descendue maintenant aussi, son bras autour de sa mère. Elles avaient l'air choquées, dévastées, comme si le monde avait basculé sur son axe. Bien. Peut-être que le choc mènerait à la réflexion. Peut-être que la dévastation mènerait à la croissance. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Je conduisis jusqu'au centre-ville, à mon nouvel appartement. L'immeuble était moderne, sécurisé, bien entretenu, le genre d'endroit dont j'avais rêvé pendant les années que j'avais passées à gérer la maison de tout le monde sans jamais me sentir tout à fait chez moi. L'appartement était vide, à l'exception du lit et des produits de première nécessité qui avaient été livrés cet après-midi-là. Je repartirais à zéro, achèterais de nouveaux meubles, seulement ce que je voulais, seulement ce qui m'apportait de la joie. Je me tins à la fenêtre, regardant la ville que j'avais aidé à construire. Les lumières s'allumaient à travers Lyon. Des millions de personnes vivant leur vie. Et quelque part dans cette ville se trouvait une version de ma vie qui ne m'obligeait pas à me diminuer pour m'intégrer. Mon téléphone commença à sonner vers 21h. Patricia. Je refusai l'appel. Elle rappela. Refus. Des messages textes commencèrent à arriver. S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. Je suis tellement désolé. La banque a envoyé une lettre. Que as-tu fait? Comment suis-je censé payer le prêt? Tu ne peux pas juste partir après 8 ans. J'éteignis mon téléphone. Le matin, j'appelai mon fils, Christophe, le vétérinaire. Le fils dont Patricia ne se souvenait pas. Papa? Il est tôt. Tout va bien? Tout va bien. En fait, tout va mieux que bien. J'ai quitté Patricia. Il y eut un long silence. Puis, Dieu merci. Je ris, surpris. Tu ne l'aimais pas. Papa, personne d'entre nous ne l'aimait. Elle se servait de toi. On le voyait tous, mais tu avais l'air heureux, alors on a serré les dents. Je n'étais pas heureux. J'étais pratique. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je lui racontai le dîner, les commentaires, la décision et sa mise en œuvre. C'est bien mon père, dit Christophe,
et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Un ingénieur jusqu'au bout des ongles. Identifier le problème. Développer une solution. Exécuter sans faille. Ta mère aurait été fière. Maman aurait quitté Patricia il y a des années, dit-il. Mais elle aurait aussi été fière que tu te sois enfin défendu. Quand viens-tu à Bordeaux? Je veux que tu rencontres Émilie correctement. Et ton petit-fils? J'ai un petit-fils? 6 mois. J'allais te le dire à Noël, mais honnêtement, je n'étais pas sûr que Patricia te laisserait venir. Elle compliquait toujours les vacances. Je fermais les yeux. 6 mois. J'avais un petit-fils que je n'avais jamais rencontré parce que j'avais été si concentré à essayer de faire fonctionner une famille avec des gens qui ne me valorisaient pas que j'avais négligé la famille qui, elle, le faisait. Je vais réserver un vol cette semaine, dis-je. Je suis à la retraite. Je n'ai que du temps maintenant. Et papa? Je suis vraiment content que tu sois parti. Tu mérites mieux. Tu l'as toujours mérité. Après avoir raccroché, je restais avec ça. Les mots de mon fils, son soutien, son soulagement. Je pensais faire ce qu'il fallait, en restant dans le mariage, en travaillant sur les problèmes, en étant patient avec les belles filles. Mais la patience n'est pas une vertu quand on accepte le manque de respect. La loyauté n'est pas de l'amour quand elle n'est pas réciproque. Les messages textes continuèrent tout au long de la journée. Patricia, Vanessa, même Chloé, qui avait apparemment été informée. Ma mère est dévastée. Comment as-tu pu nous faire ça? On doit parler finances. Tu ne peux pas simplement disparaître. La prime d'assurance a été refusée. On va perdre notre couverture. J'ai dû annuler mon voyage aux Canaries. Ce dernier venait de Vanessa. J'ai failli rire, failli répondre, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Je passais la journée à aménager mon appartement. J'accrochais mon diplôme d'ingénieur avec fierté. Je plaçais la montre de mon grand-père sur une étagère où je pouvais la voir. Je rangeais mes livres exactement comme je le voulais. Je fis de cet espace le mien. Vers 18 heures, on frappa à ma porte. Je vérifiai par le Judas. Patricia. Je n'ouvris pas. Elle frappa de nouveau. Gérard, je sais que tu es là. Ta voiture est dans le garage. Silence. S'il te plaît. Je veux juste parler. On a assez parlé, criai-je à travers la porte. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ouvris la porte mais ne l'invitai pas à entrer. Elle avait une mine affreuse. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un pull trop grand. Pas la femme soignée qui m'avait qualifié d'inutile 3 jours plus tôt. Comment m'as-tu trouvé, demandai-je. J'ai appelé tous les immeubles d'appartements du centre-ville. Tu avais mentionné la vue sur le fleuve. C'est beaucoup d'efforts. Parce que je tiens à toi. Tu tenais à ce que je fournissais. Au passé. Ce n'est pas juste. Je tiens à toi. Je t'aime, Patricia. Réponds-moi honnêtement. M'as-tu aimé, ou as-tu aimé que je résolve tes problèmes? Elle s'enlaça les bras. Les deux. Est-ce que ça ne peut pas être les deux? Pas dans les proportions où c'était. J'ai fait une erreur. Nous avons fait des erreurs. Les gens se trompent, Gérard. Tu le sais. Les gens se trompent une fois et s'excusent. Ils ne passent pas 8 ans dans un schéma de manque de respect pour ensuite agir choqué quand il y a des conséquences. Que veux-tu de moi, demanda-t-elle, la voix brisée. Dis-moi quoi faire pour arranger ça. Je ne veux rien de toi. C'est tout le problème. J'en ai fini de vouloir des choses que je ne recevrai jamais. Le respect, l'appréciation, un partenariat égal. J'ai couru après ces choses pendant 8 ans. Je suis fatigué. Alors c'est tout? 8 ans, et tu en as juste fini? Oui. Elle me dévisagea. Je n'aurais jamais pensé que tu en serais capable. D'être aussi froid. Je ne suis pas froid. Je suis clair. Il y a une différence. Le prêt, Gérard. Je ne peux pas payer le prêt sans ta contribution. Je vais perdre la maison. Alors vends-la. Prends plus petit.
Trouve une colocataire. Tu es une femme capable. Tu t'en sortiras. Les filles comptent sur l'héritage de cette maison. Les filles sont des adultes avec des emplois et leur propre logement. Elles survivront à la déception. J'ai besoin que tu m'aides. Non, tu n'as pas besoin. Tu veux que je t'aide à nouveau. Il y a une différence. Elle se remit à pleurer. De vraies larmes. Des larmes désordonnées. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Après tout ce que j'ai fait, tu veux dire? Après avoir soutenu financièrement votre foyer, après avoir élevé tes filles, après avoir mis mes propres besoins en dernier pendant 8 ans? Oui. Après tout ce que j'ai fait, je me choisis. Enfin. Tu es égoïste. Oui. Pour la première fois en 8 ans, je suis égoïste. Ça me semble attendu depuis longtemps. Et tes vœux? Pour le meilleur et pour le pire? Et le respect? Et l'honneur? Ce sont aussi des vœux. Tu les as rompus la première. Elle essuya ses yeux, se redressa. Les larmes s'arrêtèrent comme un robinet qu'on ferme. Très bien. Tu veux être comme ça? Je vais prendre un avocat. Pourquoi? Nous avons gardé nos finances séparées. Je ne suis pas sur l'acte de la maison. Il n'y a pas de propriété commune à diviser. Nous avons signé un contrat de vie commune lorsque nous avons emménagé ensemble qui spécifiait exactement cela. Tu as planifié ça depuis le début, dit-elle, la voix dure maintenant. Toutes ces années, tu te protégeais. Non. J'étais financièrement prudent sur les conseils de mon avocat après la mort de ma première femme. J'avais des actifs à protéger pour l'héritage de mon fils. Tu avais convenu que c'était censé à l'époque. Parce que je pensais qu'on finirait par tout fusionner. Tu as eu 8 ans pour m'ajouter à l'acte de la maison. Tu ne l'as jamais fait. Ne prétends pas que c'était ma faute. Elle me regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas de la tristesse, pas de l'amour du calcul. Je pourrais te rendre les choses difficiles, dit-elle doucement. Tu pourrais essayer. Mais j'ai tout documenté. Chaque contribution, chaque paiement, chaque conversation. J'ai appris de mes années de contrat d'ingénierie à tenir des registres méticuleux. Je la regardai droit dans les yeux. Et j'ai d'excellents avocats. Son visage se décomposa à nouveau, mais différemment cette fois. Pas de la manipulation, une défaite réelle. Je t'ai vraiment perdu, murmura-t-elle. Tu ne m'as jamais vraiment eu. Tu avais une version de moi qui t'était pratique. Le vrai moi, celui qui construit des ponts, regarde des documentaires sur les infrastructures, aime son fils et son petit-fils à Bordeaux, cette personne n'a jamais été vraiment la bienvenue chez toi. Ce n'est pas vrai. Patricia, tu ne peux pas nommer ma couleur préférée. Tu as oublié notre anniversaire. Tu ne sais pas de quel projet je suis le plus fier. Tu n'as jamais posé de questions sur ma mère, qui est morte quand j'avais 12 ans. Tu ne sais pas que j'ai une blessure chronique à l'épaule suite à un accident de chantier dans la trentaine. Tu ne sais pas que je me réveille parfois en pensant à ma défunte femme et en me sentant coupable. Tu ne me connais pas. Tu connais le Gérard qui t'était utile. Elle n'eut rien à répondre à cela. Rentre chez toi, dis-je, sans méchanceté. Fais le point sur tes finances. Apprends à tes filles la résilience. Tire des leçons de tout ça. Mais fais-le sans moi. Je fermai la porte, la verrouillai et m'appuyai contre elle. Je l'entendis pleurer de l'autre côté pendant une longue minute, puis j'entendis ses pas s'éloigner. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais plus léger, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas qu'il m'écrasait jusqu'à ce que je le pose. Dans les semaines qui suivirent, la vie se réorganisa autour de mes véritables priorités. Je pris l'avion pour Bordeaux et rencontrai mon petit-fils, Henri, 6 mois, avec les yeux de Christophe et le sourire de sa mère, Émilie. Je le tins dans mes bras et sentis quelque chose se déverrouiller dans ma poitrine. C'était ça, la famille. C'était de l'amour sans transaction. Je me suis inscrit à un centre communautaire à Lyon qui proposait des ateliers. J'ai commencé à donner un cours d'entretien de base de la maison pour les personnes âgées. Je leur ai montré comment réparer les robinets qui fuient, reboucher les cloisons sèches, comprendre le système électrique de leur maison. Ils appréciaient ce que je savais, posaient des questions, me remerciaient.
J'ai renoué avec d'anciens collègues de mes jours d'ingénierie. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner, avons parlé des projets sur lesquels nous avions travaillé, des changements dans l'industrie, des nouvelles technologies. Ils se souvenaient des ponts que nous avions construits ensemble. Ils valorisaient mon expérience. J'ai commencé à fréquenter une femme nommée Hélène que j'ai rencontrée à la bibliothèque. Elle avait 61 ans, enseignante à la retraite, veuve depuis 5 ans. Elle m'a posé des questions sur mon travail lors de notre premier café. Vraiment poser des questions. Elle voulait en savoir plus sur la restauration du pont Wilson, sur les défis de travailler avec des structures historiques, sur la satisfaction de préserver quelque chose pour les générations futures. Je traverse ce pont chaque semaine, dit-elle. Je n'ai jamais pensé aux gens qui s'assurent qu'il est sûr. C'est un travail remarquable, Gérard. J'ai failli pleurer dans mon café. Patricia a appelé quelques fois au cours des premiers mois. Les appels sont devenus moins fréquents, puis ont cessé. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait vendu la maison et déménagé dans une maison de ville, que Vanessa avait dû prendre un deuxième emploi, que Chloé était retournée vivre à la maison pour économiser de l'argent. J'ai ressenti de la sympathie, mais pas de culpabilité. Elles apprenaient des leçons que tout le monde apprend un jour, que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas construire une vie sur le travail non apprécié des autres, que le respect n'est pas facultatif dans les relations. 6 mois après mon départ, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture de Patricia. Cher Gérard, je n'écris pas pour te demander de revenir. J'écris pour te dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Pas le genre de désolé que j'ai dit quand je pensais que ça te ferait changer d'avis. Tu avais raison sur tout. Je ne te voyais pas. Je voyais ce que tu faisais pour moi, ce que tu réparais, ce que tu payais, mais je ne te voyais pas, toi. Les filles et moi suivons une thérapie. Enfin, Vanessa et moi. Chloé est encore résistante. Nous apprenons sur les schémas, sur la façon dont nous traitons les gens, sur la gratitude. C'est un travail difficile, plus difficile que je ne l'imaginais. Je parle parfois de toi au thérapeute, de ta constance, de ta patience, de la façon dont tu n'as jamais élevé la voix même quand nous étions horribles. Elle dit que j'ai profité de ta bonne nature. Elle a raison. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne te le demande pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Ce que j'ai jeté. Ce que je n'ai pas su chérir quand je l'avais. J'espère que tu es heureux, Gérard. J'espère que tu construis des choses qui comptent et que tu passes du temps avec des gens qui t'apprécient. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Avec regret et respect, Patricia, j'ai lu la lettre 2 fois, senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas exactement le pardon, ni la réconciliation, mais un sentiment d'achèvement, d'une histoire qui se termine comme il le fallait. J'ai répondu brièvement. Patricia, merci pour ta lettre. J'apprécie ton honnêteté. J'espère que la thérapie vous aidera, non pas pour moi, mais pour vous et vos filles. Tout le monde mérite d'apprendre à bien traiter les gens. Je suis heureux, plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Je construis une vie qui reflète mes valeurs. Je suis avec des gens qui me voient, pas seulement ce que je peux faire pour eux. Je te souhaite le meilleur. Sincèrement, Gérard, j'ai scellé la lettre, l'ai postée et l'ai laissé partir. À 63 ans, j'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour s'éloigner des situations qui vous diminuent. Il n'est jamais trop tard pour construire quelque chose de nouveau sur un sol solide. J'ai passé 38 ans à construire des infrastructures qui servaient les communautés, des ponts qui reliaient des lieux, des systèmes qui fournissaient de l'eau potable, des routes qui aidaient les gens à atteindre leur destination. Maintenant, je construis quelque chose de plus personnel, une vie qui me sert, des liens qui sont réciproques, une fondation qui est stable parce qu'elle est basée sur le respect mutuel. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'être parti, si j'aurais aimé essayer plus fort de faire en sorte que ça marche. Je leur parle du pont Wilson, de sa construction en 1916, de la façon dont il a servi Lyon pendant plus d'1 siècle, de la façon dont il est toujours debout parce qu'il a été construit sur une fondation solide et entretenue avec soin. Puis je leur parle des structures construites sur de mauvaises fondations, de la façon dont elles se fissurent et se déplacent, de la façon dont on peut les reboucher, les renforcer, y investir de l'argent et des efforts. Mais si la fondation n'est pas solide, elles finiront par s'effondrer. Et quand elles le font,
l'effondrement peut être catastrophique. Il faut savoir quand s'éloigner des structures qui ne peuvent pas être sauvées. Quand préserver ses ressources pour construire quelque chose qui durera. Je me suis éloigné. Je me suis préservé. Et maintenant, je construis quelque chose qui durera le reste de ma vie. Ce n'est pas du regret. C'est de la sagesse. Et s'il y a une leçon dans mon histoire, c'est celle-ci, être tenu fort acquis, c'est être traité avec un manque de respect. Et vous ne devriez jamais accepter cela. Ni de la famille, ni de personne. Connaissez votre valeur. Documentez vos contributions. Et quand les gens vous disent que vous ne valez rien, croyez-les assez pour partir. Ils apprendront votre valeur quand ils devront